En parcourant les études portant sur le statut de l'enfant dans la littérature québécoise pour préparer l'écriture de ma thèse, j'ai pris connaissance d'un lieu commun insistant que je me suis engagé à dépasser par mes recherches. Ce lieu commun que je vais exposer aujourd'hui, c'est celui du Québec comme un enfant, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Serge Quentin. C'est-à-dire un ensemble de textes critiques qui cherchent à démontrer que le Québec, qui n'aurait jamais atteint l'âge adulte sur le plan politique, on en parlait tout à l'heure, est à l'image de tous ces enfants morts, battus, tués ou qui refusent de vieillir, bel et bien omniprésents dans la littérature québécoise. Là, les exemples ne manquent pas. Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Michel Tremblay, Régent Duchamp, Suzanne Jacob, VLB, Gilbert Larocque, Gaétan Soucy, Bruno Hébert, Sylvain Trudel, Louki Bersianic, Michael Delisle, Larry Tremblay, Normand Chaurette, Hervé Bouchard ou plus récemment Martin Clavet, Cassie Bérard, Kevin Lambert. Des enfants morts ou maltraités dans la littérature québécoise, c'est pas ce qui manque. C'est avec une approche psychanalytique d'orientation lacanienne que je montre dans ma thèse que les enfances littéraires peuvent être lues dans une autre perspective que la perspective nationale largement privilégiée par les critiques. Ces écritures de l'enfance peuvent aussi nous apprendre quelque chose qui ne concerne pas le sort du Québec. Elles portent, du moins celles que j'ai choisi d'étudier, soit les œuvres de Bouchard et Delisle, un savoir sur l'entrée du sujet dans l'ordre symbolique, sur la rencontre de l'enfant avec la matérialité des signifiants tels que l'écriture poétique peut la rejouer, bon, dans leur cas à partir d'une interrogation de la paternité et de la nomination. Pour le dire très vite en fait, parce que ce n'est pas la démonstration théorique que je vais faire aujourd'hui, il faudra me faire confiance ou éventuellement aller lire ma thèse. J'ai plutôt choisi de présenter le parcours métacritique que je viens d'évoquer et de vous exposer comment se déploie ce topos de la recherche, cette suture entre les êtres de papier de la littérature et l'espace politique de la communauté, pour emprunter une heureuse formulation de Jean-François Hamel. Les textes critiques auxquels je me suis intéressé ne se revendiquent pas nécessairement du concept d'imaginaire social tel qu'il a été développé par Castoriadis ou Popovic notamment, ni de sa rigueur, mais ils tentent tous de comprendre le lien social québécois à partir des figurations de l'enfant et vice-versa. Cette articulation-là est parfois problématisée dans les textes que je vais convoquer, parfois moins, notamment selon leur lieu d'expression, thèse, essai, chronique, critique ou fiction. Si on veut poser un point de départ, une première figure de l'enfant mort qui a fasciné les critiques, c'est indéniablement l'histoire d'Aurore. Dans son ouvrage « Cinéma de l'imaginaire québécois », Heinz Weinman remarque que la première héroïne enfant du cinéma québécois est une enfant battue, soit la petite Aurore. Enfant martyr. Ce drame issu d'un fait divers cumule plus de 4000 représentations au théâtre entre 1921 et 1952, au Canada et aux États-Unis. Si vous faites un calcul rapide, c'est plus d'une représentation aux 3 jours durant 30 ans. Cette histoire tirée d'un fait vécu a également fait l'objet de 2 films, de 3 adaptations au théâtre, de 5 romans et d'une émission radio. Pour Weinman, qui écrit son étude avant la plus récente adaptation au cinéma, pour lui, ce succès révèle un nœud de l'imaginaire collectif québécois. On pourrait ainsi résumer son hypothèse. L'extrême popularité de cette production s'expliquerait par le fait que les Canadiens français se sont identifiés à la victime muette que représente Aurore, abandonnée par ses parents comme ils l'ont été par leur mère patrie. Or, cette lecture psychocritique m'intéresse surtout parce qu'elle est celle avec laquelle l'œuvre a été inscrite dans l'histoire de la littérature québécoise, que ce soit dans l'ouvrage de Dumont-Biron, Nardou-Lafarge, où l'on dit qu'Aurore, c'est ce qui est à l'écran, incarne la figure par excellence d'une victime innocente dans une communauté qui se perçoit elle aussi comme menacée par ceux qui la dirigent, ou dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, où on retient sous la plume d'Alonzo Leblanc une semblable interprétation. J'ai lu « On a pu voir dans l'enfant Aurore un symbole de l'aliénation de la collectivité québécoise, privée très tôt de sa propre mère, la France, et maltraitée par sa belle-mère, l'Angleterre, sous l'œil complice du père, détenteur de l'autorité avec l'impuissance des pouvoirs politiques et religieux. » Ce type de lecture, emblématique quant à la manière de penser les représentations littéraires de l'enfant, n'est toutefois pas exclusif au cas d'Aurore.
On remarquera d'ailleurs qu'il ne semble pas tout à fait assumé par ceux qui le tiennent. Hein. On fait appel à la perception. C'est une idée qui est relayée sans grande conviction, mais relayée tout de même. Plus largement, l'enfant de la littérature québécoise a été pensé par les critiques comme une icône qui représenterait la collectivité, icône à laquelle elle s'identifierait en élevant au rang de classique des œuvres où l'enfant est battu, meurt ou refuse de vieillir. La triangulation familiale telle qu'elle est pensée dans les interprétations que je viens d'évoquer suppose une adéquation entre l'enfant personnage et le lecteur-spectateur qui est, lui, renvoyé à son propre statut d'enfant à l'égard du parent symbolique qui incarne le pays des ancêtres. On voyait un peu l'espèce de permutation qui rend possible ce type de lecture. Plus souvent, c'est davantage par sa seule récurrence que cette thématique prend de facto une signification pour les critiques. Dans son étude « L'enfance et l'errance pour un appel à l'autre », Monique Boucher effectue une lecture mythanalytique de l'enfance dans le roman québécois des années 60 à 90, inspirée par les travaux de Gilbert Durand sur l'imaginaire. Cette lecture cherche à dégager un mythe commun à partir d'un vaste corpus d'œuvres littéraires qui ont marqué l'institution. Le discours des auteurs convoqués, selon l'approche de Boucher, elle cite environ 69 textes de fiction, pas environ, précisément, serait traversé par un... Bon, le discours des auteurs convoqués serait traversé par un inconscient collectif. Elle relève la récurrence des représentations de l'enfant malheureux, abusé, craintif, pour cerner une particularité de la culture québécoise. Un autre exemple, dans Une culture de la nostalgie, Denise Lemieux étudie, quant à elle, le thème de l'enfance dans la littérature québécoise pour comprendre, je la cite, les transformations du statut de l'enfant dans les sociétés en voie de modernisation. Bon, je n'entrerai pas dans le détail de chacune de ces critiques, seulement pour vous montrer l'ampleur de l'entreprise critique en question. Ainsi, je remarque que les représentations de l'enfant sont souvent coupées de l'écriture qui les porte. Elles sont envisagées dans leur portée iconique et servent l'écriture d'un récit national. Chaque représentation est soustraite des œuvres pour être replacée dans une constellation. Ce qui m'amène à penser qu'il y a une figure de l'enfance qui est construite par une communauté interprétative. Je vais y revenir. Il faut dire que l'approche psychanalytique n'est pas épargnée et plusieurs chercheurs qui produisent ce récit à partir des représentations de l'enfance s'en revendiquent. Dans son essai « Passé au rang de père », François Ouellette affirme par exemple que la littérature québécoise est écrite du point de vue du fils et n'arrive pas, malgré ses tentatives, à accéder à la paternité symbolique. On peut lire dans son ouvrage à propos de plusieurs romans du 20e siècle que, c'est à l'écran, si les pères de famille des romans sont alcooliques, incapables d'endosser leur profil ou leur profit symbolique, c'est simplement parce qu'ils sont avant tout eux-mêmes des fils qui ploient sous le joug du signifiant paternel, incapables de devenir pères. Selon Ouellette, la posture de fils est celle d'une impasse, un symptôme qu'il faut traiter sur le plan politique, une place ou un moment que l'on peut et que l'on doit traverser ou renverser. Accéder collectivement à la paternité symbolique mènerait, il faut le déduire, à l'indépendance du Québec ainsi qu'à l'émergence de représentations paternelles plus fortes dans le paysage romanesque. Bon, c'est une lecture qui, en fait, c'est un usage de la théorie lacanienne qui me pose problème dans la mesure où cette théorie vise précisément à penser la paternité en fait, dans une perspective non familialiste. Bon, je ne sais pas si je commence à vous convaincre. C'est véritablement pour penser une spécificité québécoise de l'expérience du monde qu'on isole les représentations de l'enfant de la littérature québécoise. Un autre exemple. Dans son ouvrage « L'autre côté du monde », le passage à l'âge adulte chez Michel Tremblay, Régent Ducharme, Anne Hébert et Marie-Claire Blais, avec une approche cette fois-ci mythocritique, Robert Verreault se penche sur les rites de passage à l'âge adulte dans le roman québécois. Il propose, en empruntant le fameux incipit hébertien, souvent convoqué dans ses études, que les récits de passage à l'âge adulte, je les cite, constitueraient autant de témoignages d'une période d'affranchissement collectif. Ils formeraient en quelque sorte les chroniques imaginaires d'une maturation tardive qui a enfin permis à un enfant trop longtemps dépossédé du monde de prendre la parole. Bon, contrairement à d'autres chercheurs, Verreault considère, lui, qu'un passage à l'âge adulte s'est effectué, mais difficilement. Je mentionne aussi en passant l'essai de Teen Spirit de Nicolas Lévesque, réédité sous le titre « Le Québec vers l'âge adulte », qui ne réfléchit pas à la littérature, mais qui se revendique lui aussi de la métaphore de l'adolescent pour penser le Québec sur le plan politique.
Je reviens à Véro. Au terme de son analyse, on pourrait dire d'ailleurs qu'il s'agit d'une ouverture dans sa conclusion. C'est pas moins significatif pour ça. Il met en rapport, en fait, le taux de suicide des adolescents québécois aux 2 échecs référendaires. C'est ce qui est à l'écran. L'imaginaire et le réel semblent ici converger vers un même point et relever tous deux un même mal-être. On peut de même souligner que ces récits sont ceux d'une collectivité qui a refusé à 2 reprises, au cours des dernières années, d'assumer sa propre destinée. Bon, cette proposition fait écho à celle de Christian Desmeules, qui, dans une chronique au Devoir, portant sur les narrateurs enfants, écrivait que la montée de l'individualisme et l'échec référendaire sont, ce sont ces mots, venus souffler sur les braises de ce qui ressemble chez nous à un courant littéraire inconscient. Bon, les 2 référendums s'inscrivent très concrètement dans plusieurs de ces études comme des rites de passage ratés qui auraient condamné les Québécois et les Québécoises à stagner dans l'espace de l'enfance, un espace que notre littérature exploiterait encore aujourd'hui. L'article de Desmeules est d'ailleurs sous-titré « Peut-on échapper à l'éternel retour du narrateur enfant dans notre littérature ?» Pourquoi faudrait-il? Où se situe le danger? C'est une question que moi je me pose. Ceci m'amène à un autre point. Le motif de l'enfance dans la littérature québécoise a toujours fait l'objet de suspicions, comme si cette thématique n'était pas digne de représenter le Québec, notamment à l'étranger. Une littérature qui fait de l'enfance un puissant leitmotiv est-elle une littérature immature, imparfaite? C'est ce que soutenait Gilles Marcotte en 1976 dans le roman L'Imparfait. Je le cite, « Tel, c'est-à-dire mature, n'est pas le roman qui est venu depuis 1960 occuper les vitrines de librairies et nous avons eu quelques raisons d'être déconcertés, sinon déçus. Il semble incongru de parler de maturité à propos d'un Régent Ducharme, d'une Marie-Claire Blais ou d'un Jacques Poulain. La maturité, l'âge adulte, c'est justement ce contre quoi ils en ont, la menace contre laquelle leurs personnages cherchent à se prémunir. Tout se passe chez eux comme si le roman retombait en enfance. » Se dessine une opposition assez franche. D'un côté, ces écritures de l'enfance traduisent un génie poétique que les critiques ne vont jamais nier. De l'autre, ces écritures rejettent le réalisme qui ferait d'eux de vrais écrivains, croit-on, ou qui les situerait dans un espace de l'âge adulte, de l'aboutissement, et qui les rendrait intelligibles, comme s'il s'agissait de dépasser une sorte de babillage. L'enfance serait un cadrage d'énonciation, non pas que l'on atteint, mais un endroit où l'on tombe. Le rejet du réalisme, à la plupart du temps, a été abordé avec suspicion ou pessimisme par la critique, n'étant pas perçu comme un refus éclairé, porteur de poésie, mais plutôt comme un triomphe de l'immaturité. Pour citer Marcotte une seconde fois, je prends pour exemple un morceau de sa critique de La Belle Bête de Marie-Claire Blais. Cette critique-là se trouve sur la couverture d'une récente édition chez Boréal. On lit « La Belle Bête est le plus beau, le plus miraculeux des commencements ». Or, si on va fouiller un peu dans les archives, la suite de la critique publiée au Devoir en 1959 prend une autre tournure. On lit « À Marie-Claire Blais, qui sait déjà presque tout du rêve et de l'écriture, il ne reste qu'à apprendre les leçons d'un réel plus divers et plus contraignant. » Le roman de la maturité, nous dit Marcotte, je le cite encore une fois dans le roman L'Imparfait, aurait l'ampleur de bonheur d'occasion, mais aussi la subtilité d'analyse d'un Robert Élie et d'un André Langevin. Il réunirait le tout de notre expérience dans un véritable affrontement au réel du monde des humains. Cette dite imperfection ne cesse de marquer la littérature québécoise. Elle est encore aujourd'hui désignée comme un manque à trouver la bonne distance qui permettrait aux écrivains québécois de conserver leur originalité tout en obtenant la reconnaissance du grand contexte. Je renvoie ici aux propos de Pascal Casanova dans La République mondiale des lettres, qui, sans traiter le motif de l'enfance, remarque que les littératures dominées linguistiquement par la France doivent, pour être reconnues, exhiber une différence qui ne les rend pas invisibles ou imperceptibles aux yeux des autres cultures. Le motif de l'enfance est souvent perçu comme une tare chez les écrivains québécois, alors que le thème de l'immaturité est célébré chez des auteurs comme Boris Vian ou Witold Gombrowicz, qui appartiennent à des littératures majeures. On n'est pas ici très loin de la thèse d'Isabelle Daunet dans le roman Sans aventure, qui, elle non plus, ne traite pas frontalement des littératures de l'enfance, mais d'une certaine manière de l'enfance d'une littérature. Je la cite, « Le roman québécois, c'est là son immense singularité, raconte depuis ses origines le récit du paradis jamais perdu.
Daunet prolonge la thèse de Marcotte, voulant que l'imparfait soit le temps et la posture de prédilection de la littérature québécoise. Je la cite une seconde fois. « C'est depuis ses origines que le roman québécois raconte, à quelques rares exceptions près, bon, j'en suis pas si certain, la vie de personnages suspendus dans un temps qui se répète, sans apprentissage autre que celui qu'il leur est possible de prévoir, loin de toute forme d'aventure. » Yvon Rivard déplorait quant à lui qu'on se reconnaisse collectivement dans le héros de prochain épisode du Baraquin. Il en allait dans sa critique comme une régression à un stade infantile qui menace d'entraîner une disparition. Je le cite, « Tel est le héros en qui nous nous sommes reconnus, tel est le héros qui nous habite et dont nous devons nous libérer sous peine de disparaître, emportés par ce vaste mouvement nostalgique, régressif qui nous ramène constamment au commencement du monde, au bout du monde, à la recherche de l'unité perdue, de la perfection originelle. » Je m'intéresse donc à l'enchevêtrement de ces deux motifs qui constituent deux versants de cet imaginaire. On tient un discours sur le personnage enfant pour comprendre le Québec, mais aussi sur la littérature québécoise qui s'écrirait depuis le temps de l'enfance. Autrement dit, la figure de l'enfance est repérée dans les textes littéraires, mais aussi produite dans les textes d'idées construites par une communauté interprétative. Tout se passe comme si l'enfance devenait le nom de notre supposée incapacité à rentrer dans un ordre politique. Un nom, mais aussi une sorte de totem avec ce que ça convoque d'ambivalence, d'amour et de haine. Pour ma part, je considère que l'enfance, telle qu'elle se déploie dans la littérature québécoise, est aussi l'expression d'un savoir-faire. L'enfance, c'est ainsi que la psychanalyse la conçoit, n'est jamais un temps passé sur lequel on pourrait faire une croix, mais un temps présent, toujours réactualisé, qui insiste et qu'il s'agit de reconnaître, mais non de dépasser. L'infantile, s'il est un terme négativement connoté dans son sens commun, n'a pas la même portée en psychanalyse. Il est le temps qui précède l'entrée dans le langage, qui précède le moment où le sujet s'aliène à l'ordre symbolique et entre dans un rapport métonymique à son être par le détour du langage. Des œuvres comme celle de Bouchard et de Lille, si elles refusent la paternité, ici une abondance d'enfants meurt en chemin, ne cessent d'interroger cette aliénation du sujet au langage, mais elles le font du lieu d'une maîtrise indéniable de la langue, de poétique inédite. Elles ne rêvent pas d'un babil. Bon, c'est ce que j'ai approfondi dans ma thèse, mais que je suis obligé de laisser de côté aujourd'hui. Cela dit, la qualité esthétique des écritures de l'enfance est justement rarement contestée par la critique. Il y a tout de même un certain jugement de valeur que l'on peut percevoir dans le ton des critiques qui voient bien souvent dans l'enfance comme thématique ou comme registre d'énonciation davantage une stagnation qu'un savoir-faire. Par exemple, en traçant un lien de filiation entre Régent Ducharme et Hervé Bouchard, François Ouellette, que j'ai cité plus tôt, et qui conçoit que la littérature québécoise contemporaine est placée sous le signe de l'échec de la métaphore paternelle, annonce, depuis les premiers romans de Régent Ducharme, la narration québécoise, placée sous un certain éclairage déterminant, n'a somme toute guère évolué. Bon, ce discours, il me semble que c'est ce qui fait son intérêt, déborde les critiques et trouve aussi dans la fiction son lieu d'expression, voire son apogée. Je renvoie ici au propos de la narratrice de Ça va aller, de Catherine Mavrikakis, propos qui cristallise ce jugement de valeur. Je la cite, « C'est cela que je ne peux supporter chez La Flamme », bon, c'est le pseudonyme pour Ducharme, c'est cet éloge de l'immaturité, c'est cette sempiternelle gaminerie de ces personnages, ce mythe si québécois de monde puéril, violemment rebelle et innocent. Dans la littérature québécoise, il n'y en a que pour les enfants. Est-ce que la littérature québécoise va grandir un jour? Est-ce qu'on va arrêter de protéger les mômes, d'en faire les héros d'un Québec à venir, alors qu'on les laisse se suicider tranquillement en écrivant sur leur capacité d'émerveillement, sur leur pouvoir de transformer le monde? Est-ce qu'on va stopper le délire? Bon, si la narratrice de Ça va aller entretient un rapport ambivalent à la figure de Ducharme, précisément parce qu'elle associe, dans un geste littéraire, l'enfance et l'immaturité nationale, Catherine Mavrikakis reconnaît en tant que chercheuse une spécificité à l'enfance telle qu'elle se donne à lire chez Michael Delisle, dont le roman D, notamment, est notamment reconnu parce qu'il brosse un portrait morbide de la modernité québécoise allant à l'encontre de l'imaginaire commun, un peu comme à l'instar de Lasquin à l'égard du roman du terroir. C'est un peu comme ça qu'on lit le roman. Mavrikakis s'oppose gentiment au geste critique qui consiste à donner un sens à l'œuvre de Delisle en l'inscrivant dans une perspective historique, geste critique qu'elle perçoit dans un texte de Michel Béron sur le roman D.
Elle écrit « Il est nécessaire de penser un regard actuel, celui du lecteur, qui ne serait pas simplement tourné vers le futur du passé et vers ce qui est notre contemporanéité. » D'une certaine manière, Marukakis s'oppose à un geste critique qu'elle avait déjà engagé alors qu'elle proposait 6 ans plus tôt, en s'appuyant sur le même texte de Biron, de lire le personnage de D comme une figure d'un Québec en décomposition. Si je m'amuse ici à mettre la chercheuse devant ces contradictions, c'est surtout pour montrer à quel point il est attrayant d'utiliser le personnage enfant pour l'ériger en métaphore du Québec. Bon, je la cite dans cette critique. « L'enfant devenu mère, D, tout comme la société québécoise depuis les années 50, s'enlise dans les prothèses et les narcotiques de la modernité, alors qu'elle croit paradoxalement être sortie de sa grande noirceur. Dans la douceur et la ouate de la banlieue, sans même frémir d'horreur, D, comme le Québec, se shoot à ses rêves les plus fous alors que le monde se décompose. » Le personnage de D, enfant grandit trop vite, devient le symbole de cette autre modernité révélée par Delille, de la même manière qu'Aurore a été inscrite comme le symbole d'une aliénation temporellement située de la communauté québécoise. C'est aussi dans cette optique que Marie-Pascale Hublot conçoit le roman D. Je la cite. Ce roman révèle le pourrissement intérieur du progrès et de la modernisation, dont D, avec ses dents carriées de fillette pubère et son dentier de momie dépressive, serait le déchet. Pour conclure, je dois dire que lorsque je me suis engagé dans ce parcours de lecture, je ne m'attendais pas à ce que la question de l'enfance me mène sur ce terrain. J'ai été surpris que cette figure serve à ce point aux chercheurs à imaginer le Québec. En outre, cette figure de l'enfance dans les études littéraires québécoises pourrait constituer un versant de la figure du sujet-nation que Jean-François Hamel repère dans les critiques d'Hubert Aquin et qui considère comme un principe de lisibilité des textes produits par les écrivains gravitant autour de partis pris, mais qui s'étend selon lui à tout le corpus national. Je le cite pour conclure, le sujet-nation, il écrit, c'est la réconciliation de l'esthétique et du politique dans une histoire en marche. Les représentations de l'enfant, c'est ce que j'ai tenté de démontrer, apparaissent comme une composante majeure dans une telle entreprise de réconciliation du poétique et du politique. Merci.